tout fait écran. C'est d'abord pour cela, et comme cela, parce que tout fait écran, que nous vivons aujourd'hui. Parmi les écrans, mais en fait, de quelque façon, depuis toujours. Le totem, comme l'objet transitionnel, tout aussi bien que le fétiche dont parle Freud, sont des écrans, c'est-à-dire des supports de projection qui dissimulent. Mais les écrans numériques, au sens de Samsung par exemple, ou encore tels qu'aujourd'hui les conçoivent Amazon et Netflix, ces écrans-là, qui sont à la fois électriques, électroniques et optoélectroniques, et de plus en plus souvent tactiles, et comportent aussi d'ailleurs des caméras. Les écrans Samsung ont des caméras qui vous filment pendant que vous les regardez. C'est interdit en France, mais l'appareil est conçu pour ça. Ces écrans sont à présent ce qui tout à la fois supportent et occultent la question de l'avenir en totalité et comme totalité. Et en cela, comme accomplissement du nihilisme au sens de Nietzsche. Ils sont cela et ils sont aussi ce qui seul permet d'envisager un au-delà du nihilisme. Tels qu'ils sont devenus les supports de base de ce que je décrirais tout à l'heure comme l'économie des data, laquelle économie déploie ce que Thomas Berns et Antoinette Rouvroy analysent comme une gouvernementalité algorithmique. Les écrans numériques, tout à la fois supportent et occultent la projection de l'avenir de ce que j'appellerais l'être néganthropique. C'est-à-dire l'être que, comme disait Heidegger, nous sommes nous-mêmes, tel que cet être, nous, est pris par l'entropie que provoquent les écrans. Nous tels que, pas seulement les écrans bien entendu, mais dont témoignent et que contribuent à produire les écrans. Nous tels que, en tant que véritable projecteur de tous ces écrans, sur tous ces écrans, et comme le dit et le montre si bien Jean-Luc Godard, cet écran néganthropique que nous sommes donc nous-mêmes se menace lui-même par la duplicité de la structure de l'écran tel qu'il fait écran, toujours contradictoirement. Se menace lui-même comme ce Dainotaton dont parlait Sophocle dans le chœur d'Antigone, et tel que dans cet être parmi les écrans, si caractéristique de notre époque, et qui inquiète de plus en plus le corps médical, il devrait désormais faire l'objet de ce que je me suis mis à appeler, au cours d'un séminaire que j'ai consacré ce printemps à la critique de l'anthropologie contemporaine, il devrait donc faire l'objet désormais, cet être que nous sommes nous-mêmes, d'une néganthropologie. Le devenir écran de toute chose, dans le contexte technologique des industries qui exploitent les données que nous produisons sur ces écrans d'écriture, tactiles donc d'écriture, mais pas seulement parce qu'ils sont tactiles, on va le voir, via les big data, via ce qu'on appelle les big data qui installent un devenir piloté par l'industrie de la lumière en général, c'est-à-dire par une industrie de la vitesse de la lumière, qui constitue ce que j'ai appelé avec Ars Industrialis l'économie du temps-lumière, qui remplace, via le web et l'Internet, l'économie du temps carbone, qui était caractéristique du Fordisme. Économie du temps-lumière qui s'impose par exemple comme industrie financière du trading high frequency. Trading à haute fréquence qui, comme le montre cet article par exemple,
se constitue qui est de l'ordre de la lutte pour la nanoseconde, la conquête d'une nanoseconde, dans une interactivité qui fonctionne à une vitesse foudroyante pour nous, et qui nous foudroie littéralement. Ce devenir écran d'écriture, car c'est ça que j'appelle d'abord, c'est d'abord cela que j'appelle les écrans d'écriture, qui se concrétise et qui surgit de toutes parts en ce moment, et ce qui constitue à la fois, premièrement, une menace, par l'intermédiaire du système intégralement computationnel et totalement automatisé qui se met en place à partir des traces envoyées et reçues par ces écrans, écrans qui constituent des interfaces en tout genre, de systèmes de social networking, de user profiling, de smart cities, etc. Écrans par lesquels sont captées et canalisées des données massives, comme on les appelle, par centaines de milliards, auxquels on applique des technologies de calcul intensif en temps réel, à la vitesse de la lumière, ou presque, permettant l'exploitation donc de ce que l'on appelle les big data. Et deuxièmement, ce devenir écran d'écriture constitue aussi une chance de renouer avec la glose, à travers une herméneutique entièrement repensée. Une chance de renouer avec ce qui fera aussi, en son temps, il y a 3 siècles, presque 4, la République des lettres, et qui constituera à cette époque-là, suite à un choc technologique majeur, un nouvel espace critique. Un espace critique, c'est-à-dire un espace faisant de la controverse le principe dynamique de son individuation. Les écrans d'aujourd'hui, les écrans d'écriture contemporains, permettent de capter des données parce que ce sont autant des écrans d'écriture que des écrans de réception de messages, de divertissement, d'information, de spectacle, de texte et donc de lecture. Ce sont des surfaces interactives et c'est en quoi ils constituent des écrans d'écriture au moins autant que de lecture qui nourrissent ce qu'on appelle le cloud computing, c'est-à-dire l'exploitation des big data. Cependant que ce qui s'écrit à travers ces écrans d'écriture n'est pas toujours voulu par ceux qui en sont les possesseurs et qui ne savent parfois même pas du tout qu'ils écrivent quelque chose ou qu'ils inscrivent quelque chose. Eux qui pratiquent, à vrai dire, très souvent et la plupart du temps, cette auto-traçabilité sans le savoir. L'écran et l'écrit, c'est ce que par un goût des allitérations qui peut parfois nous emporter trop loin, ou en tout cas nous faire du surplace, c'est-à-dire nous faire reculer, car qui n'avance pas recule, comme on dit en français. C'est ce que donc, l'écran et l'écrit, c'est ce que Paul Virilio avait opposé il y a déjà plus de 20 ans dans ce texte. J'avais beaucoup échangé à cette époque avec lui, je le connais très bien. Et je sais très positivement qu'ainsi, Paul Virilio voulait dramatiser ce qu'il croyait être une opposition fondamentale entre le temps différé de l'écriture, et cette différence avec un A qu'est l'écriture, comme disait Derrida, et le temps réel de ce qu'on appelait à l'époque encore les nouvelles technologies, l'informatique et l'interactivité qui, souvenez-vous-en, émergeaient à cette époque dans tous les secteurs de la vie quotidienne. Il est totalement banal pour vous de tirer de l'argent sur un tel guichet, mais moi j'ai connu l'arrivée de ces guichets et le caractère stupéfiant de pouvoir tirer de l'argent quand on en a besoin n'importe où. C'est tout à fait nouveau, ça n'a que 30 ans. La nouveauté de l'environnement interactif d'alors s'est depuis largement estompée, ce n'est plus une nouveauté pour personne, et en particulier elle s'est généralisée avec l'apparition du web en avril 1993. J'ai moi-même toujours pris un parti contraire à celui de Paul Virilio, à partir de l'époque où il dramatisait sans cesse cette opposition que je croyais et que je crois toujours tout à fait superficielle. Et j'ai rendu publiques mes hypothèses dans ces domaines par une exposition qui fut présentée en 1987 au Centre Pompidou et qui avait pour titre « Mémoire du futur », où l'on présentait
L'hypothèse des expositions, c'était que le XXIe siècle serait le siècle des réseaux et des interfaces, et que tout le monde accéderait à des interfaces en permanence. Donc dans cette exposition, on présentait le public de l'exposition en train d'utiliser ces interfaces, que l'on formait d'ailleurs par des stages d'1 semaine, encadrés par des gens comme Serge Janet, par exemple. Je soutenais alors que le XXIe siècle, c'était donc le troisième quart du XXe siècle, je soutenais alors que le XXIe siècle serait caractérisé par la multiplication des écrans d'écriture, c'est-à-dire aussi des réseaux et des bases de données, dont j'affirmais d'ailleurs qu'elles seraient aussi bientôt audiovisuelles. C'est d'ailleurs pourquoi je fus ensuite embauché par l'Institut national de l'audiovisuel, qui avait été partenaire de cette exposition. Je soutenais alors que la lecture, l'écriture et les mémoires qui se produisent au cours de ces actes de lecture et ces actes d'écriture, j'emploie ici le langage de Wolfgang Iser, allaient révolutionner les sociétés industrielles. Et j'avais invité au colloque qui accompagnait l'exposition des chercheurs qui travaillaient à cette époque-là, en 1987, donc à cette révolution, comme Alain Lelu, membre à cette époque de la Direction générale des télécommunications, et qui a contribué largement à l'invention du web. À cette époque-là, la France avait une grande politique industrielle, et il ne faut jamais oublier que le web est une conséquence de la politique télématique qui a été mise en œuvre par la Direction générale des télécommunications en France. On oppose généralement l'Internet à la télématique française, mais la télématique française a nourri la réflexion de Tim Berners-Lee pour élaborer le web en Europe. Ce sont les États-Unis qui l'ont exploité, mais c'est l'Europe qui l'a conçu. Parce qu'à cette époque-là, il y avait une ambition politique européenne qui n'existe plus aujourd'hui, et c'est une catastrophe pour l'Italie, pour la France et pour toute l'Europe, qui court à l'extrême droite, et nous allons devoir payer très cher cette incurie. Quoi qu'il en soit, c'est à partir de ces hypothèses, présentées dans l'exposition Mémoire du futur, que j'ai soutenu que l'ordinateur et son écran interactif pourraient et devraient devenir un appareil herméneutique fondé sur des technologies d'annotation et de catégorisation qu'aujourd'hui même, en ce moment, à l'Institut de recherche et d'innovation, nous développons sous le nom de ce que nous appelons la catégorisation contributive. Ceci présente un travail qui se fait sur mes cours avec des chercheurs qui participent à cette catégorisation contributive. Ce sont des cours qui sont donnés dans une école en ligne qui s'appelle pharmacon.fr. Nous soutenons que vivre correctement et dignement parmi les écrans de nos jours, vivre ce qu'on appelait autrefois une vie bonne, une vita activa, ou bien, au contraire, vivre et subir à travers ces écrans ce qui produit ce que Thomas Berns et Antoinette Rouvroy appellent donc une gouvernementalité algorithmique, cela nécessite de tenir la promesse, si nous voulons vivre dignement, dans ces écrans, parmi ces écrans, par ces écrans, comme dit Mauro, tenir la promesse d'une nouvelle époque herméneutique, que portent en eux ces écrans, qui fonctionnent en réseau, qui produisent ce que Clarice Ehrenschmidt appelle une écriture réticulaire et qui sont devenus les interfaces obligatoires de l'économie des data, mais qui, pour le moment, par cette économie des data, sont aussi et surtout des facteurs d'entropie et non des éléments d'herméneutique. C'est-à-dire les facteurs de ce que je décrivais tout à l'heure, et non les éléments de ce que je décrivais tout à l'heure par une dysorthographie, une faute d'orthographe avec un A et un H, comme une négantropie. Qu'il y ait un danger anthropique dans l'air, et à l'ère de ce qu'on appelle l'anthropisation générale du monde, c'est-à-dire de ce qu'on appelle plus précisément aujourd'hui l'anthropocène, c'est ce dont témoignerait, par exemple, une analyse approfondie de ce discours. Je n'aurai pas le temps de le faire, mais peut-être que nous en discuterons après cette présentation. Ce discours de Chris Anderson sur ce qu'il appelle à cette époque, c'est en 2008, ce qu'il appelle alors le déluge des données, qui est en fait une manière de nommer à cette époque qu'aujourd'hui on appelle les big data, là où il analyse la façon dont Google exploite ces données, exclusivement en utilisant des mathématiques appliquées et des algorithmes basés sur des chaînes de Markov et des
mathématiques et des statistiques probabilitaires, concluant donc, Chris Anderson, que du coup, on n'a plus besoin ni de linguistes, puisque le directeur de la recherche de Google dit « Les gens qui développent chez moi les traducteurs du chinois en américain ne parlent pas un mot de chinois. Ils ne sont pas linguistes, ils sont mathématiciens. Ils font de l'analyse de données. » Ni de médecins, ajoute Anderson, puisque Google a fait des prévisions sanitaires beaucoup plus efficaces que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Donc pourquoi développer des médecins? On n'a plus besoin que de data scientists, dit Chris Anderson au mois de juin 2008. En s'appuyant sur les réseaux d'écran. Je vais y revenir tout à l'heure. Mais à ce discours de Chris Anderson, on pourrait opposer celui d'Alan Greenspan, qui tient 4 mois plus tard devant le Congrès des États-Unis, le 23 octobre 2008, un discours qui explique que c'est en suivant ce genre d'idées que les Nobel de l'économie ont primé à travers une vision de l'économie ultralibérale purement computationnelle, qui soutient que tout agent économique est rationnel et uniquement par la défense de ses intérêts produit une rationalité économique tout à fait satisfaisante. C'est par là que, dit Greenspan, il a créé la catastrophe de 2008, en appliquant ces prescriptions. Et donc il dit, ne me mettez pas moi en cause, mettez en cause l'économie contemporaine qui ne produit plus de théorie critique de l'économie. Voilà ce que dit Alan Greenspan. Et en disant ces écrans, ces algorithmes, ce système qui fonctionne à la vitesse de la lumière est devenu un danger pour l'économie. Il faut le critiquer. Lorsque Socrate dit à Phèdre, par l'intermédiaire de Thammuz, que l'écriture à la fois conserve la mémoire et la menace, il pourrait dire aussi bien que l'écriture fait écran à la mémoire, fournit à la mémoire un écran qui la supporte et en même temps qui la dissimule. Un écran d'écriture, appelons ça un subjectile, comme on dit dans le champ artistique, mais comme disait aussi Antonin Artaud, que commentait Derrida dans Artaud le MoMA. Un hypokaimenon, comme on pourrait dire en tordant un peu le sens du mot grec, c'est-à-dire un substant ou une substance. Cette substance, qui est en fin de compte ce que j'appelle moi-même une rétention tertiaire, c'est-à-dire une rétention d'un autre type que ce que Husserl appelle la rétention primaire et la rétention secondaire, et plus précisément qui constitue une rétention tertiaire grammatisée et hypomnésique, comme il en apparaît avec les premiers écrans, à savoir les grottes du Paléolithique supérieur, ces grottes où Marc Azéma, qui fait ici une analyse d'un bas-relief de la grotte de la Vache pour montrer que déjà à cette époque-là, donc au Paléolithique supérieur, l'humanité est en train de discrétiser le mouvement, ce qui conduit Marc Azéma à prétendre que c'est là que commence l'histoire du cinéma. Grotte qui paraissent être si proche de la scène par laquelle s'ouvre le livre 7 de la République de Platon, ça vous le savez bien, tout le monde y a pensé. Cette substance, donc, qui est irréductiblement pharmacologique, et ça c'est ce que refuse Platon. C'est pourquoi il veut sortir de la caverne, et on ne peut pas sortir de cette caverne. Cette substance qui fait écran en ce sens-là d'abord, est ce qui constitue tout écran, tout support hypomnésique, en tant qu'à la fois il manifeste et il dissimule. Il révèle et il occulte. Et il fait signe, comme dit Héraclite. Il fait signe vers ce que j'ai envie de nommer le Zeitgeist, c'est-à-dire, si vous permettez, la vérité, tel que celui qui a fait cette sculpture interprète ainsi la vérité du temps, qui est toujours la vérité de ces écrans. Je vais dire des écrans de cette époque de la vérité, de ce que Michel Foucault eut nommé le régime de vérité de cette époque, ce qui est une interprétation post-nietzschéenne de la question de la vérité, de l'aletheia, du dévoilement, c'est-à-dire de la signifiance comme transindividuation. Ayant dit cela, je soutiens qu'aujourd'hui, il faut aborder l'écran d'écriture numérique dans toutes ces dimensions-là. Et d'abord d'un point de vue pharmacologique, en actant ce que dit Socrate,
et qui est évidemment vrai de toute forme d'hypomnèse, en tant qu'elle fait toujours écran, en tant que l'écran occulte, en même temps qu'il leurre et qu'il fait rêver. Et c'est peut-être cela l'essentiel, sa capacité à faire rêver. S'il est vrai que Paul Valéry dit « penser, c'est rêver, c'est d'abord rêver ». Ça, c'est ce que Platon ne veut pas accepter. Tout cela signifie que le pharmacone fait penser, et que c'est désormais lui qu'il s'agit de penser en tant qu'il fait penser, tout autant qu'il empêche de penser. Non seulement en cela que seule la bêtise ferait vraiment penser, c'est ce que prétend Nietzsche, et c'est ce que répète Gilles Deleuze, mais au sens où, par exemple, le pharmacone peut aussi empêcher non seulement de penser, mais de cultiver la possibilité même de penser. C'est ce que disent deux pédiatres américains de l'Université de Washington, Timmerman et Christakis, qui signifie que la présence des écrans chez des enfants beaucoup trop jeunes produit des courts-circuits synaptiques qui rendent parfois impossible la construction d'une synaptogenèse, par exemple de l'écriture, dans le cerveau de ces enfants. Une fréquentation inconsidérée, irresponsable et incurieuse, c'est-à-dire productrice d'une incurie des écrans par les tout petits enfants, par exemple, pourrait rendre impossible le devenir de la puissance noétique que ces petits enfants ont en eux et dont parle Aristote dans le traité de l'âme. Et comme ce qui ne passe à l'acte noétique, comme dit Aristote, que par intermittence, parce que Dieu seul peut jouir d'un tel privilège, c'est-à-dire du privilège d'être toujours en acte. Nous, les créatures, dirait un chrétien, les âmes, dit Aristote, nous ne sommes en acte que par intermittence. Et nous devons cultiver notre pouvoir de passer à l'acte pour passer à l'acte, en effet. Ce que disent Zimmerman et Christakis, c'est que la fréquentation inconsidérée des écrans chez les tout petits enfants rend impossible ce passage à l'acte pour certains d'entre eux. Ce que je voudrais vous montrer, pour finir, pour m'acheminer vers quelque chose qui sera une conclusion, c'est que l'époque des écrans d'écriture interactive, qui est plus généralement l'époque des rétentions tertiaires numériques, dont ces écrans sont devenus le principal mode d'accès, cette époque ouvre une alternative politique et économique, mais aussi intellectuelle, épistémique. Elle appelle à une lutte contre l'entropie que provoquent ces écrans en tant que dispositif numérique d'automatisation de la prise de décision. Outre leurs effets très toxiques sur la synaptogenèse infantile, soulignés donc par l'article de Pediatrics que j'ai montré à l'instant, mais qui a été repris et analysé beaucoup plus en profondeur, à mon point de vue, par Marianne Wolf dans ce texte fondamental sur la question du rapport entre le cerveau et l'écran. Et ici, il faut revisiter Bergson à travers cette analyse de Marianne Wolf, qui étudie, donc, Marianne Wolf, dans ce livre, l'histoire et la science du cerveau lecteur, du reading brain, c'est-à-dire du cerveau qui, ayant intériorisé par les institutions scolaires, académiques, politiques, l'écran d'écriture qu'est pour lui le livre, et qui, en tant qu'il peut le lire, ce cerveau, mais aussi bien en tant qu'il peut l'écrire à son tour sur le subjectile, que ce subjectile soit du papyrus, un parchemin, du papier ou des pixels de nos jours. Cette intériorisation, souligne Marianne Wolf, nécessitant entre 10 et 20 ans pour pouvoir s'accomplir en profondeur et former ce que Kate Hells appelle une deep attention. Marianne Wolf, donc, montre que le cerveau, à travers l'analyse du cerveau lettré, comme l'appelait Walter Ong, the literate mind, Marianne Wolf montre que ce cerveau est un organe organique, ce cerveau que j'appelle moi le cerveau noétique, le cerveau de l'âme noétique, c'est-à-dire un organe biologique, mais qui a la capacité, à la différence des cerveaux biologiques des vertébrés supérieurs, qui ne sont pas noétiques,
C'est un cerveau donc qui a la capacité de devenir organologique et non pas simplement organique, c'est-à-dire technologique. C'est un cerveau qui a la capacité de se désorganiser en totalité et de se réorganiser de fond en comble, et en fonction des écrans qui l'impressionnent, que ces écrans soient du silex taillé, des peintures rupestres, comme dans la grotte Chauvet ou à Lascaux, ou des écrans de pixels interactifs comme aujourd'hui. Et cette capacité qu'il a d'être impressionné par ces écrans, pour autant qu'il intériorise le fonctionnement de ces écrans correctement, alors il peut à son tour, si j'ose dire, c'est un néologisme, les expressionner. Il est impressionné et il peut expressionner, c'est-à-dire impressionner d'autres cerveaux noétiques à partir de ces impressions. Jonathan Crary a récemment publié en français un livre dont le titre est « Le capitalisme à l'assaut du sommeil », sous-titre « Le capitalisme 24/7 », c'est-à-dire fonctionnant 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, dans lequel il décrit le monde formé par les écrans numériques comme étant caractéristique de ce capitalisme qui tend, en détruisant toutes les calendarités, c'est-à-dire toutes les intermittences, toutes les alternances, par exemple, entre les jours de la semaine où on travaille et le dimanche où on arrête de travailler, etc., etc., la différence des saisons, la différence des rythmes de vie, le fait que, par exemple, la nuit, en principe, on dort et on rêve. Alors, ce que montre Crary, en s'appuyant sur une étude très intéressante, c'est qu'aux États-Unis, aujourd'hui, mais c'est vrai aussi en Europe, énormément de gens se lèvent la nuit pour lire leurs mails, et surtout des enfants, leurs mails ou leurs SMS, et qu'il y a une confusion entre les temps de veille et les temps de sommeil qui détruit l'intermittence dont parle Aristote, en disant qu'elle est indispensable pour que l'âme noétique puisse passer à l'acte. Crary donc montre que le capitalisme 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 détruit la capacité non seulement de rêver, pardon, de dormir, mais la capacité de rêver. Et ça, c'est une image tout au début d'Intervista de Fellini, où, vous le savez, Fellini explique qu'il est en train de rêver. Et que finalement, faire du cinéma, c'est réaliser ses rêves. Crary dit, un tel devenir, s'il se continuait, conduirait à une exténuation totale du pouvoir de rêver et nous conduirait dans une sorte d'enfer, et non seulement de cauchemar. Je dois vous avouer qu'il m'arrive de croire, voir cet enfer autour de moi, et non seulement autour de moi, mais en moi. Thomas Berns et Antoinette Rouvois affirment eux-mêmes que ce qui s'instaure avec cette forme de capitalisme numérique, dont d'ailleurs Frédéric Kaplan montrait aussi que c'était un capitalisme linguistique, c'est une gouvernementalité algorithmique, une gouvernementalité au sens évidemment de Michel Foucault. Celle-ci consiste, d'après eux, en ce que, tandis qu'un producteur de traces qui souvent s'ignore comme tel, dès que vous passez un coup de téléphone, vous produisez une trace déjà. Vous êtes situé sur une maille d'un réseau, géographiquement et dans le temps. Et la NSA, par exemple, peut s'intéresser à cela, si c'est le téléphone de Madame Merkel. Un producteur de traces donc, qui souvent s'ignore comme tel, par exemple, pose une question à un moteur de recherche, ou tape un message quelque part sur, par exemple, un réseau de Microsoft. Et le système interactif avec lequel il travaille, qu'il utilise pour envoyer ce message ou poser cette question, génère ce message plus vite que lui. Il anticipe ses mots, il anticipe sa phrase, il anticipe sa requête, c'est-à-dire ses prétentions. Il prend de vitesse ses prétentions, et ce que montrent Berns et Rouvois, c'est qu'il les court-circuite, ces prétentions. Il les prive de ses propres attentes, de ses propres anticipations, pour les précéder par une anticipation collective qui n'est pas celle d'un groupe social, mais du business model de Facebook, de Microsoft ou de Google. Cette prise de vitesse est opérée via toutes sortes d'automates.
qui repose à la fois sur les technologies du user profiling, des search engines, du social engineering et toutes sortes d'autres technologies qui exploitent aujourd'hui ce qu'on appelle l'effet de réseau. Et bien sûr, qui exploitent les algorithmes ultra rapides du calcul intensif, car c'est ça qu'on appelle le calcul intensif, c'est la capacité à aller extrêmement vite à traiter de très grandes quantités de données, qui sont capables, ces algorithmes, de capter, de provoquer et de canaliser des traces plus vite que ces traces ont elles-mêmes le temps de se produire et de s'achever. Donc c'est une dépossession de celui qui est en train de produire la trace et qui ne se rend pas compte qu'il devient téléguidé par la production artificielle de ces traces. Et ceci a pour conséquence que les écrans d'écriture du capitalisme 24/7 produisent une performativité du temps-lumière. Une performativité d'un genre tout à fait nouveau que ni Lyotard ni Derrida ne pouvaient même imaginer. Bien que Derrida ait effleuré ces questions dans un texte qui s'appelle No Apocalypse Not Now, où il analyse les performances du temps réel, de la bombe atomique, c'est-à-dire du système de surveillance militaire de réseau numérique, ARPANET en l'occurrence, et en s'appuyant sur un texte de Paul Virilio qui s'appelle Vitesse et politique, et qui est un grand texte de Paul Virilio. J'aurais aimé vous montrer que cette prise de vitesse, je ne le ferai pas parce que je n'en aurai pas le temps, cette prise de vitesse est possible par une délégation aux automatismes computationnels des fonctions analytiques de ce que Emmanuel Kant appelait l'entendement. Et que ce qui est ainsi court-circuité par cette délégation des fonctions analytiques de l'entendement dans les systèmes computationnels de l'intelligence artificielle, c'est ce qu'Emmanuel Kant, et après lui Lyotard, appelait Vernunft, la raison. Ayant tenté la raison qui est une capacité herméneutique de prise de décision face à une nécessité de constituer une singulière prise de décision, c'est-à-dire qui ne peut pas être le fruit d'une analyse de l'entendement, mais qui est forcément le fruit d'une synthèse de la raison. Ayant tenté de montrer il y a une quinzaine d'années que la déduction transcendantale des catégories par Emmanuel Kant au début de la critique de la raison pure ne parvient pas à intégrer la question du schème tel que celui-ci, selon moi, est généré par l'histoire des rétentions tertiaires. J'ai essayé de montrer ça en montrant que le nombre 1000 sur lequel s'appuie Kant n'est pas un concept de l'entendement. C'est une production historique qui suppose l'invention du zéro, de la numération écrite, typique de l'Occident, en passant par la civilisation arabe, etc. Et que par conséquent, le schème n'est pas constitué a priori, mais qu'il a toujours une dimension artefactuelle et a posteriori, au sens où vous en parliez tout à l'heure. J'aurais aimé vous montrer aussi que ce qui fait problème dans le caractère organologique du schème, pour Kant, et donc qu'il refuse, qu'il récuse, mais que je postule moi-même, c'est précisément qu'il est historiquement et supplémentairement produit, je dis supplémentaire au sens de Derrida, ce qui ne veut d'ailleurs pas dire qu'il serait totalement empirique et a posteriori, parce qu'il constitue ce que Jean Hippolyte appelait un champ transcendantal sans sujet. Mais le problème que cela pose à Kant et à la métaphysique en général, c'est que du coup, ce schème ainsi conçu ferait toujours écran à la raison même, serait ce qui empêcherait la raison de devenir raisonnable. C'est ce qui, dans l'entendement, empêcherait la raison de raisonner. C'est évidemment une catastrophe. Ça, c'est l'enjeu de ce que Lyotard appelait le différent. Mais je pense que Lyotard n'est pas allé au bout de ce raisonnement. J'en ai souvent parlé avec lui parce que je le connaissais aussi très bien. Et nous n'avons pas pu terminer cette conversation puisqu'il est mort trop tôt. Mais je pense que c'est un enjeu fondamental dont j'ai parlé dans mes 2 derniers livres en commentant, surtout dans État de choc, les positions de Lyotard sur ce sujet. De nos jours, en cette époque où désormais nous vivons par les écrans, comme dit Mauro Carbone, et non seulement parmi eux, c'est ce qui se produit via ces écrans d'écriture interactive qui captent nos rétentions et nos pretensions en les prenant de vitesse performativement, en temps-lumière, et par la constitution d'un entendement automatique absolument anthropique, avec un « E », c'est-à-dire absolument déraisonnable. Si nous avions eu le temps, je vous aurais montré que Whitehead soutient que la raison
est ce qui doit produire de la négantropie et qu'elle est forcément et de part en part pratique, c'est-à-dire technologique. C'est aussi ce que dit Greenspan le 23 octobre 2008. Je ne vais pas vous exposer en détail l'argumentation de Berns et Rouvroy et ce que je leur réponds moi-même en admirant leur travail tout à fait exemplaire, mais que je ne suis pas toujours jusqu'au bout. Je vais faire cela dans un livre qui paraîtra à la fin de cette année. En revanche, je voudrais, pour finir, aller sans plus attendre à l'essentiel et poser qu'il y a une alternative à l'enfer ou au cauchemar que Jonathan Crary et eux-mêmes décrivent. Et pour cela, il faut revenir sur Chris Anderson. Qu'est-ce que dit Anderson dans son papier? Il dit que les algorithmes des big data ont, de fait, rendu la science et les méthodes expérimentales obsolètes. Il décrit ainsi un état de fait. De fait, dans certains cas, et dans des cas de plus en plus courants, je travaille en ce moment avec des astrophysiciens du CEA sur ce genre de questions, les algorithmes sont plus efficients que les scientifiques pour anticiper la réalité et donc pour prédire des processus. Mais il n'en va ainsi que parce qu'ils ont installé une performativité de fait qui détruit toute performativité de droit, c'est-à-dire toute autorité et tout savoir, quelle que puisse être sa forme, juridique, scientifique, politique, symbolique, etc. Parce qu'en fait, ils fonctionnent en temps réel et donc ils intègrent des processus en transformant le réel. Et donc ils disent, mais vous voyez bien, on l'avait prédit, mais ils l'ont prédit parce qu'ils ont créé la situation. Rouvroy soutient elle-même que l'état de fait qui s'est imposé avec la gouvernementalité algorithmique appelle une nouvelle façon de penser le droit. Vous savez bien que, comme Kant nous le dit, les grandes questions des philosophes sont de passer de la question du fait au droit. Quid juris, quid facti. Si j'en avais eu le temps, j'aurais voulu vous montrer que ceci nécessiterait de penser le droit au-delà de Michel Foucault. Michel Foucault avait dit qu'il faut abandonner la question juridique et poser la question des technologies de pouvoir, mais en fait il faut en réalité repenser le droit comme constitué par ces technologies de pouvoir, et en tant qu'il permet de distinguer le fait et le droit en constituant ce que Emmanuel Kant appelait le principe subjectif de différenciation. Quoi qu'il en soit, je soutiens moi-même que cet état de droit, qui constituerait un régime de vérité au sens de Michel Foucault, suppose une approche de l'organologie non seulement théorique, mais pratique. Ce que j'appelle l'organologie, c'est ce qui intègre ce que Stéphane Vial présentait tout à l'heure comme une phénomène technique à l'intérieur d'organisations sociales et d'organes psychosomatiques. Les organes artificiels ne sont pas tout. Il y a des relations entre organes artificiels, organes psychosomatiques, organisations sociales, et on ne peut pas réduire l'organisation sociale à l'organisation technique. Par contre, il n'y a jamais d'organisation sociale sans organisation technique. Il n'y a jamais d'organe noétique, par exemple le cerveau de l'être humain, sans artefacts, etc., etc. C'est la triplicité de ces trois processus d'individuation, comme disait Gilbert Simonon, qu'il faut étudier. Et ça, c'est le programme de l'organologie générale. Alors pour aller à l'essentiel, et je conclus vraiment, Tim Berners-Lee, le directeur du W3C, l'inventeur du web, comme on dit souvent, mais il ne l'a pas inventé tout seul, c'est toute une équipe qui l'a inventé. Tim Berners-Lee, avec lequel nous travaillons à l'IRI, nous sommes des partenaires du W3C sur ces sujets, a proposé une troisième époque du web qu'il appelle le semantic web. Le semantic web est basé sur une automatisation totale de toutes les traces et des développements de systèmes d'intelligence artificielle basés sur la philosophie analytique pour créer finalement des processus de synthèse artificielle des informations produites sur le web qui permettraient finalement à la raison de ne plus raisonner. Je pense qu'une telle vision est totalement anthropique, avec un E. Je ne dis pas cela pour m'opposer au semantic web. Moi-même, j'ai développé, quand j'étais à l'INA, des technologies du semantic web. J'ai développé des algorithmes avec les 70 chercheurs de l'INA qui permettaient, par exemple, de retrouver la face de quelqu'un en montrant juste une photo à une caméra dans les milliers et les milliers d'heures de vidéos des archives de l'INA. Ça, c'est du semantic web. Et je crois beaucoup à la nécessité de développer ces automates. Mais je pense que le développement de tels automates, qui sont des développements automatisés et computationnels de l'entendement et aussi de la perception,
ne sont possibles qu'à la condition qu'ils soient compensés par des processus de désautomatisation rendus possibles par ce qu'à Ars Industrialis et à l'IRI nous appelons le web herméneutique, c'est hermeneutic web. Je tente de penser les questions dont je vous parle ici depuis 3 ans maintenant au sein d'un groupe qui s'appelle le Digital Studies Network, auquel appartiennent Berkeley, Cambridge, Durham, une trentaine de grands chercheurs, dont Marianne Wolf, dont je vous ai présenté le livre tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a là-dedans des anthropologues, des neurologues, des informaticiens, des philosophes, des historiens, etc. Les Digital Studies reposent sur une organologie, c'est-à-dire sur une conception organologique des instruments du savoir, qui est aussi une pharmacologie, et qui définit le savoir comme ce qui doit critiquer les limites pharmacologiques de ses propres instruments. Les buts des Digital Studies sont tout à fait pratiques. Notre thèse, c'est qu'il faut aujourd'hui pratiquer ce que j'appellerais l'invention supplémentaire organologique. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que nous nous contentions d'utiliser les réseaux sociaux tels que Facebook les conçoit, ou les moteurs de recherche tels que Google les conçoit. Il faut que nous développions nos propres réseaux sociaux, nos propres moteurs de recherche. Lorsque Galilée a adopté les lunettes optiques qui se vendaient à La Haye, il les a déconstruites et reconstruites, et il les a théorisées et réaménagées, bien entendu. Et ce que Bachelard appelle la phénoménotechnique, c'est une instrumentalité technique qui intégralement théorise l'instrument, et qui n'est pas allé le chercher évidemment sur le marché. Nous soutenons dans les Digital Studies que l'invention supplémentaire, c'est ce qui conduit à des nouvelles formes de catégorisation, et qui conduit donc à ce que nous appelons de l'invention catégoriale. Nous soutenons que toute herméneutique, toute activité noétique, en réalité, conduit toujours à des processus de catégorisation dont l'un des plus élaborés est cette ontologie aristotélicienne qui décrit l'ensemble des catégories ontologiques d'Aristote, de la métaphysique d'Aristote. Et là, sur ici, j'arrive pas à trouver la souris, peu importe. Ah voilà, ici même, vous connaissez bien sûr la table des catégories que l'on trouve dans le Péri-Herménéas, que Kant reprendra comme étant la base de le résultat plutôt de sa déduction transcendantale. Cette vision de la catégorisation est substantialiste, est ontologique, et nous ne croyons pas du tout que la catégorisation soit produite par un système a priori ontologique. Si l'on remet en cause le schème transcendantal de Kant, alors on va poser que la catégorisation est produite par une activité de catégorisation collective qui constitue ce que Gilbert Simondon appelle des processus de transindividuation à travers l'individuation psychique des uns et des autres qui, par exemple, convergent dans les mathématiques vers tel processus de catégorisation. Aujourd'hui, la catégorisation n'est plus pensée selon des modèles arborescents, comme c'était le cas à l'époque d'Aristote, de Kant et encore tout récemment, mais selon des modèles comme ceux, par exemple, de la set theory en mathématiques. La réalité de l'écran d'écriture aujourd'hui, c'est l'économie des datas personnelles basée sur l'autoproduction des traces et la destruction des protensions, court-circuitée par la performativité des automates algorithmiques fonctionnant à la vitesse de la lumière. Cet état de fait ne vient pas des écrans, mais d'un agencement de ce qui caractérise les rétentions tertiaires numériques avec les processus d'hypercontrôle imposés par un modèle de prédation qui procède de ce que Simondon décrivait lui-même comme une intégration fonctionnelle au sein d'un milieu associé. Mais ici, ce sont les proies, c'est-à-dire nous, vous et moi, qui sommes intégrés dans le système technique comme une fonction du système technique, et non plus du tout comme un destinataire de ce système technique. Du coup, en étant intégrés au système technique, nous sommes désintégrés des processus d'individuation psychique, d'individuation collective et de transindividuation, c'est-à-dire de production des savoirs. Car la transindividuation, c'est ce qui produit les significations engendrées par les savoirs. Du coup, il n'y a plus de savoir, comme le dit Chris Anderson, il a bien raison de le dire, il n'y a plus que des automates qui produisent des anticipations rationnelles au service de business models de Google, de Facebook, de Twitter et de tant d'autres. Face à cela, nous disons dans le groupe Digital Studies qu'il est tout à fait possible de faire une organologie alternative des écrans et de donner aux écrans des capacités herméneutiques nouvelles qui permettent non pas d'empêcher ces automates de fonctionner,
il faut s'en servir au contraire, mais de les désautomatiser herméneutiquement, c'est-à-dire de remettre de la raison dans cet entendement automatique. Faire une organologie des écrans, c'est décrire les systèmes dans lesquels ils fonctionnent, non seulement les systèmes techniques, mais aussi les systèmes psychiques et les systèmes sociaux, l'entropie procédant ici de la désintégration psychique et sociale qui résulte de l'intégration fonctionnelle telle qu'elle est pilotée par les automates algorithmiques, de la gouvernementalité algorithmique et du capitalisme de Jonathan Crary. Ce qui est en jeu derrière toutes ces questions, je vais vraiment terminer maintenant, ce sont les processus rétentionnels, protentionnels et attentionnels. Vous savez que Jonathan Crary avait publié il y a une dizaine d'années un extrêmement intéressant livre sur l'histoire de l'attention, où il montrait comment l'attention est une construction permanente, qu'il n'existe pas d'attention à l'état naturel dans aucune société. Une société chamanique, c'est une société où l'attention est produite par le chaman, par la structure chamanique de la société. Une société qu'on appelle, nous les Occidentaux, rationnelle, c'est une société qui est soumise aux critères apodictiques de la construction de l'attention, depuis Thalès et le protogéomètre, etc., etc. En 2003, j'ai publié un livre qui s'appelle « De la misère symbolique » où j'ai essayé de montrer que la télévision, comme technologie de captation de l'attention, produit une misère symbolique par écrasement des rétentions secondaires psychiques, par des rétentions secondaires collectives préfabriquées par le marketing et la publicité. Je ne veux pas développer ce point ici, ça mériterait des discussions. Évidemment, quand j'ai travaillé à l'INA, j'ai constaté ces choses-là très très précisément. Puisqu'à l'INA, tous les lundis matins, je faisais un plan de fourniture d'archives aux grandes chaînes de télévision nationales et internationales, et je voyais très bien comment toute la stratégie de ces chaînes était d'utiliser les archives, c'est-à-dire les rétentions collectives du passé, pour produire des protensions collectives du futur, dans un certain sens, qui est une manipulation, soit politique, soit commerciale ou autre. On dit toujours que les spectateurs d'un film, par exemple, sont actifs. Et c'est tout à fait vrai. Mais ce n'est vrai que dans certaines conditions. Et ça n'est pas sans conditions. Comme le dit Alain Bergala, par exemple, pour être actif en regardant tel ou tel film, il faut avoir une culture cinématographique. Et si vous n'avez pas cette culture, c'est-à-dire les rétentions que vous avez acquises, eh bien, vous ne verrez pas ce qui est en jeu. Et c'est pourquoi il est possible, avec la même chose, de faire le contraire que de produire de l'activité, c'est-à-dire de la noèse, il est possible de manipuler les esprits. Et ça, c'est ce que dit Socrate. Face à la télévision comme technologie de modulation typique des sociétés de contrôle, Deleuze et Danet, Gilles Deleuze et Serge Danet, envisagent la possibilité de ce qu'ils appellent un art du contrôle. À présent, c'est la question d'une politique de l'hypercontrôle qui est en jeu. On n'est plus dans les sociétés de contrôle, simplement. On est dans les sociétés de l'hypercontrôle, qu'il faudrait d'ailleurs distinguer précisément des sociétés de contrôle, où les protensions et les rétentions psychiques sont exploitées pour court-circuiter, en allant plus vite qu'elles, les rétentions et les protensions collectives, c'est-à-dire politiquement produites, à travers des processus de transindividuation, et qui deviennent des processus de transindividuation, et non pas de transindividuation. Le mot de dividuation, c'est un mot qui a été forgé par Félix Guattari lorsqu'il parlait des dividuels. Et aujourd'hui, ce que fabriquent les big data, ce sont des processus de transdividuation qui vous rendent incapable d'appartenir à un groupe social. Parce que vous appartenez à une marque, vous appartenez à un réseau qui produit de l'effet de réseau, c'est-à-dire où vous devenez calculable, mais vous n'êtes plus du tout quelqu'un qui est autonome sur ce processus et vous ne pouvez pas décider de l'organisation de ce réseau. Je reviens ici et je conclus vraiment sur la question du web herméneutique. Ce web herméneutique, il fonctionne déjà dans un tout petit réseau que nous développons à l'IRI. Il repose sur un langage d'annotation que nous avons développé, qui est utilisé ici. Il permet de confronter des processus d'interprétation. Dans ma présentation de mon intervention d'aujourd'hui, ce que vous avez pu lire dans ce qui a été rassemblé dans les documents qui sont distribués, j'avais dit que je vous parlerai du fait que ce que je vous dis, c'est vous qui le dites, c'est pas moi. Ça, c'est ce que dit Socrate depuis le début. Vous ne pouvez entendre ce que vous produisez vous-même. Ça ne veut pas dire du tout qu'il est impossible de partager un point de vue et qu'on est condamné au solipsisme. Non. Ça veut dire qu'il est possible de penser qu'en confrontant nos façons de penser et en les soumettant à l'épreuve de ce que j'appelle les consistances, et qui est ce que Platon appelait les idées ou les aidés, ce que Husserl appelle encore l'eidos.
Il faut étudier les conditions de transindividuation en tenant compte de tous ces facteurs et en montrant que ce qui est intéressant, quand un prof fait un cours, par exemple, ce prof, c'est ce que je vais commencer la semaine prochaine dans ma propre université, a une trentaine d'étudiants qui chacun pense tout à fait différemment. C'est ce qui se constate si vous relevez des copies, vous voyez à quel point ils n'ont pas du tout entendu la même chose que vous, mais même entre eux. Et si vous travaillez pendant 6 mois, pendant un semestre, intelligemment, vous allez les faire converger, non pas pour qu'ils se mettent à penser tous de la même manière, mais pour qu'ils se mettent tous à viser les mêmes consistances. C'est-à-dire à produire ce que Husserl appelait une intentionnalité apodictique. Ça, c'est ce que nous essayons de faire, mais pour que ce soit possible, Husserl dit, il le dit très tardivement en 1936, il faut l'écriture, il faut un champ transcendantal dans son sujet. Si j'avais eu plus de temps, mais je vais vraiment arrêter, je vous aurais montré que ce champ commence dans les grottes préhistoriques. Et que dans ces grottes préhistoriques, ce que l'on voit, quand on voit cela, c'est aussi ce que Fellini voit lorsqu'il écrit ses rêves le matin en se réveillant, pendant qu'il fait son analyse jungienne, et à partir de quoi il fait ses propres films. Nous travaillons à ces questions avec l'université de Todai à Tokyo pour développer une bibliothèque universitaire numérique qui repose sur ce partage de prise de notes et pour fabriquer quelque chose qui est basé sur une analyse de ce que Ishida, le professeur Ishida, appelle le nouveau Wunderblock, le bloc magique qu'est l'iPad, tel qu'il permet de produire un espace herméneutique et non pas simplement un espace purement computationnel. Merci de votre attention. C'est un serpent australien qui est produit par une activité de dreaming, car comme vous le savez peut-être, la société australienne, c'est une société qui ne sort jamais du rêve et qui pose que les rêves hérités d'une longue histoire, chacun doit les réexposer. Et ça, c'est ce qui produit ce qu'on appelle aujourd'hui l'art australien. Et donc, merci beaucoup à Bernard Stiegler qui nous a permis de voir comment les écrans ne sont pas seulement des surfaces d'interface ou de projection ou de protension, mais aussi il nous a permis donc de voir la dimension, j'appellerais, productrice des écrans. Et grâce à cette dimension productrice, voir aussi une alternative à la façon où nous sommes habitués à utiliser les écrans aujourd'hui et surtout à nous penser à travers les écrans aujourd'hui. Et donc, on a un peu de temps pour les questions. Je vous donne la parole. Moreau, je vous demande juste de peut-être être en bref, comme ça, il y aura... Oui. Tout le monde, je disais. Bon, Bernard, un grand merci pour cette magnifique conférence. Et richissime. Je prends seulement un point, parce que c'est un point sur lequel je voudrais t'entendre développer tes références, voilà. Et parce que c'est un point qui est proche peut-être à un point que je vais toucher demain. C'est-à-dire, moi aussi je parlerai de ce que j'appelle le dividu. En donnant, alors, mon idée est les écrans développent des réseaux et donc des individuations établies par les relations, pour parler comme Simondon, et donc développent une critique de la notion d'individu. Et ils font même éclater la notion d'individu sur laquelle la modernité s'est fondée. Et donc, en montrant qu'à l'intérieur du réseau, nous, on est des individus. Mais j'ai la tendance à donner une signification positive à l'éclatement de l'individu et à l'émergence de la condition individuelle. Par contre, ta référence à Guattari va plutôt, me semble-t-il, mais je voudrais t'entendre là-dessus, dans une direction plutôt critique
Oui, alors, merci beaucoup. D'accord, merci bien. Alors, la question de l'individu, c'est une question très ancienne en philosophie. C'est la question d'Aristote. C'est ça la question que pose Aristote. Qu'est-ce que l'individu? C'est lui qui instancie le sujet, enfin l'individu en tant que tel. Et Simondon répond, ça n'est pas la question l'individu. Ce qui est la question, c'est l'individuation. Simondon pose qu'un individu est jamais achevé. Donc ça n'existe pas un individu. C'est une consistance qui oriente le processus, potentionnel d'ailleurs, de l'individuation. Et donc de l'individu psychique lui-même. Mais l'individu psychique n'est jamais unifié. Il est schizé, comme on dirait dans le langage de Lacan ou de Freud. Par contre, il vise toujours l'individuation. C'est d'ailleurs très intéressant, parce que Deleuze et Guattari, quand ils utilisent le mot « individuel », c'est dans un sens tragique. Ce n'est pas dans un sens de réjouissance de la destruction du sujet. Le individuel, c'est un tournant. Le discours de Deleuze et de Guattari, c'est en 1990, 80, fin des années 80, début des années 90, entre Serge Janet, Guattari et Deleuze. Il y a ce sujet, cette question est en train d'apparaître, comme étant ce qu'ils appellent la question des sociétés de contrôle, et c'est un tournant, chez Deleuze comme chez Guattari, où il s'agit de critiquer cette évolution du capitalisme, et d'y voir une très grande dangerosité. Ça ne veut pas dire qu'il s'agirait de revenir à un sujet moderne, du tout. Mais ça veut dire que le sujet, ce n'est pas l'individu, c'est l'individuation. Et là, l'article de Berns et Rouvroy est très très intéressant, parce qu'il montre que, en réalité, ce qui se passe avec ce qu'ils appellent donc la gouvernementalité computationnelle, ça n'est plus la destruction de l'individu, qu'en fait est toujours autodétruit par le fait qu'il est perpétuellement en train de s'individuer dans son inachèvement même, c'est-à-dire de mettre en œuvre son défaut d'être, ce que Simondon appelle son déphasage. Et moi, toute ma philosophie, c'est une philosophie du défaut. Donc c'est pour ça que Simondon est devenu très important dans mon travail. Mais ce que montrent Rouvroy et Berns, là, c'est que ce sont les processus d'individuation qui sont mis en cause. Ce n'est pas l'individu, simplement. C'est l'individuation. C'est pour ça que ça produit non pas simplement ça ne produit plus du transindividuel, mais du transdividuel. Et du coup, il n'y a plus d'individuation collective. Et du coup, la politique est absolument laminée, et pas seulement la politique. L'individuation elle-même, en règle générale, psychique et collective, est laminée par la dividuation automatisée, qui est une transdividuation. Voilà. Leur texte est extrêmement subtil, et moi-même j'en fais un commentaire très détaillé sur 2 chapitres, donc j'y consacre 100 pages. Leur texte ne fait que 15 pages, mais j'y consacre 100 pages, pour essayer de montrer. Et il conclut en disant: il faut revoir en profondeur les concepts et de Simondon et de Deleuze et Guattari pour tirer les conséquences de la gouvernementalité algorithmique. Et moi j'ajoute, et de Foucault, ce qu'eux ne disent pas. Alors voilà, je suis bien sûr d'accord avec ce que tu dis, mais ça pose la question à un autre niveau en réalité. Merci. Stéphane Vial. Oui, merci. Je rebondis sur ce que disait Moreau pour commencer. Merci pour la richesse. Effectivement, on sent une référence consistante derrière chaque mot que vous prononcez, donc c'est difficile pour moi de vous faire ce que je souhaite faire, c'est-à-dire une objection. Alors pardonnez, parce que ma culture théorique n'est pas aussi grande que la vôtre, et peut-être ma question peut être naïve, mais disons que je pense que dans ce que je comprends de ce que vous dites, il est difficile de ne pas vous suivre pleinement sur tout ce qui touche au capitalisme numérique. Nous le vivons, nous le subissons, nous y participons. Tout ce que vous dites vous-même quand vous dites que nous produisons les traces, c'est ce que d'autres appellent aussi très bien le digital labor, le travail numérique, et nous faisons sans même nous en rendre compte. Donc là-dessus, moi, je vous suis très bien. Je prendrai juste 2 petits exemples à travers ce que vous dites pour essayer d'arriver à exprimer l'objection que je veux vous faire, que j'ai du mal moi-même à formuler. C'est-à-dire que 2 exemples, c'est le trading algorithmique et puis le cerveau des enfants. Alors, vous parlez de la synaptogénèse, etc. Vous disiez à l'instant à Moreau que l'individu n'est jamais achevé. C'est l'individuation qui compte.
si je comprends bien ce que ça veut dire, j'approuve volontiers. Et donc, vous montrez très bien avec Marianne Wolf que le cerveau n'est jamais achevé non plus. C'est très intéressant tout cela sur l'idée que le cerveau n'est pas qu'organique mais organologique. Mais alors justement, ça fait écho à une objection précédente que j'avais pu faire dans un autre colloque où on avait pu échanger, mais vous ne pensez pas que, puisque notre cerveau est en constante évolution et qu'il n'est jamais achevé, que peut-être, même s'il y a des dangers, comme ceux que vous avez cités, l'article de pédiatrie que vous avez cité, etc., que peut-être il est en train de s'adapter et que nous ne sommes pas forcément en train de détruire la raison, que peut-être la raison elle-même n'est pas achevée. Peut-être qu'il faut parler de raisonnuation, pardon pour la barbarie de ce terme, mais que j'ai l'impression d'entendre à travers votre discours l'idée que quelque chose est en train d'être détruit si nous ne réagissons pas dans l'esprit, dans la raison, dans la culture, dans le cerveau des enfants. Et moi, c'est peut-être naïf ce que je dis, mais je serais enclin à penser, mais pour l'instant ce n'est qu'une inclination, je serais enclin à penser que, comme dans l'histoire il y a eu de grandes transformations, dont vous parlez vous-même très bien, peut-être que le cerveau, ou notre cerveau, est simplement en train de s'adapter, d'évoluer, et que le régime du savoir, le régime de la raison qu'il est en train de forger, nous ne le comprenons pas encore, et que ce n'est peut-être pas forcément une destruction de la pensée noétique, du cerveau noétique, etc. Peut-être que ces enfants dont vous dites que la synaptogénèse est perturbée, peut-être ils vont trouver un moyen de retrouver le cerveau noétique et qu'il ne va pas être détruit, leur cerveau noétique, par cette exposition précoce aux écrans. Voilà, moi c'est ça que je me demande. Est-ce que le cerveau humain n'a pas les ressources pour conserver un chemin authentique vers sa puissance noétique sans que celle-ci soit détruite par ces artefacts numériques? Tout comme, semble-t-il, il a réussi à la conserver, cette puissance noétique, au fil des siècles derniers. Est-ce que cette technologie numérique est à ce point un pharmacone que le côté destructeur du pharmacone est plus grand que l'autre côté? Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais contentons-nous de cet exemple du cerveau, parce que le trading, ça serait encore autre chose. Mais le pharmacone n'a aucune importance là-dedans, vous n'avez rien compris à ce que j'ai dit. Le sujet, c'est le capitalisme. Donc, bien, il faut être très clair. Le pharmacone est toujours destructeur et il est toujours constructeur. Il y a des champs de force, des rapports de force, comme on les appelle, depuis le 19e siècle. Mais ça ne date pas du 19e siècle, cela dit. On les appelle ainsi depuis le 19e siècle, depuis Marx. Mais le premier à en parler, c'est Adam Smith, c'est pas Marx. Hein. Le premier à poser ces problèmes, c'est Adam Smith, dans La richesse des nations. Donc, mais le premier à poser le problème dans des termes qui ne sont pas ceux de Marx, c'est-à-dire la prolétarisation, c'est Socrate. Moi, je suis un philosophe, si vous voulez. Je suis bêtement philosophe, c'est-à-dire que je pense que, comme Socrate, je pense que la raison, d'abord, c'est pas un truc qu'on a dans le cerveau, la raison. Il n'y a pas dans le cerveau des enfants la raison. Ce que je viens d'expliquer, que vous expliquez d'ailleurs vous-même, c'est que précisément, il faut que le cerveau s'organise et se socialise. C'est dans la société qu'il y a la raison. Maintenant, en aucun cas, il faut s'adapter. Ça, c'est le discours du marketing. Adaptez-vous. C'est ce qu'a très bien montré Jean-François Lyotard dans les conditions postmodernes. Adaptez-vous, disparaissez. Mais ce que répondent les philosophes, c'est qu'il ne faut jamais s'adapter. Il faut adopter. Ce n'est pas du tout la même chose. Les mouches drosophiles s'adaptent, mais nous ne sommes pas des mouches drosophiles. Alors, la question que pose le pharmacone, c'est la prolétarisation. Qu'est-ce que ça veut dire, la prolétarisation? Pour les marxistes, ça veut dire le travailleur manuel privé de son savoir et soumis à l'exploitation de sa force de travail, etc., etc. Pour moi, c'est beaucoup plus riche que cela. La prolétarisation, c'est ce qui m'empêche de penser, tout simplement. Et c'est ce qui fait qu'on peut me contrôler dans mon comportement et me faire croire que je pense précisément au moment où je ne pense pas. C'est ce que dit Socrate à Phèdre. Et c'est tout à fait fondamental. La prolétarisation, il y en a toujours. Parce que dans toute société humaine, il y a des rapports de force. À la différence, il n'y a pas de rapport de force dans une fourmilière, il n'y a pas de rapport de force, même chez les grands singes. Parce qu'un rapport de force, comme dit Marx, ce n'est pas un rapport entre un mâle et un autre mâle. C'est un rapport entre un groupe social et un autre groupe social. Et Durkheim, si vous voulez avoir une vision non marxiste de ça, et Durkheim n'était pas du tout marxiste,
montrent que c'est le problème que provoque la division du travail. Et que la division du travail, c'est l'extériorisation dans les artefacts techniques de la spécialisation organique qu'on trouve dans le vivant. Donc, et là, il ne s'agit pas du tout de s'adapter. Celui qui a très bien montré, alors il y a deux personnes qui ont montré que le problème n'est pas l'adaptation, il y en a des milliers, mais il y a deux grands personnages. Le premier s'appelle Nietzsche, qui critique Roux en montrant qu'en aucun cas, même le vivant ne s'adapte, jamais. Il produit à partir de sa singularité, c'est-à-dire de son défaut, une nouvelle forme de vie. Et celui qui a développé ça en tant que médecin et biologiste, c'est Canguilhem, qui en a fait une théorie absolument fondamentale sur toutes ces questions. Le premier penseur qu'il faut lire, c'est Georges Canguilhem. Et Georges Canguilhem dit, on ne s'adapte pas. On crée une infidélité par rapport à un état de fait, et dans cet état de fait, on produit un état de droit. L'adaptation, c'est le discours de Chris Anderson. L'état de droit, c'est l'adoption, c'est pas l'adaptation. C'est-à-dire, c'est la singularisation pour produire quoi? Non pas de l'entropie, mais de la négantropie, pour produire de l'avenir. Le déroulement du devenir, tel que les mathématiques appliquées le produisent, c'est de l'entropie pure. Ça ne peut conduire qu'à une catastrophe, et à très court terme en plus. Parce que ça, c'est une question qui est à échéance de 10 ou 20 ans pour nous. C'est ça qu'on appelle le problème de l'anthropocène. Je ne parlais pas d'adaptation au marché, parce que je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est pas du tout... mais ni au marché, ni à quoi que ce soit. Et je suis d'accord avec vous aussi quand vous dites que le sujet, c'est le capitalisme numérique. Je pense qu'effectivement, c'est votre sujet. Non, c'était juste la part de la culture en nous qui résiste au marché. Est-ce qu'elle n'est pas en mesure de trouver des voies, alors d'évoluer, s'il ne faut pas dire s'adapter, pour conserver, pour conserver. Oui, mais vous avez dit, mais les enfants ont des ressources en eux qui... Non, les enfants, nous en sommes responsables. Vous êtes responsables des enfants. Mauro est responsable des enfants. Je suis responsable des enfants. Nous n'avons pas le droit de nous décharger de notre responsabilité sur eux et de les laisser dans la merde. Il faut être clair. Il faut aujourd'hui avoir les yeux en face des trous. Aujourd'hui, 45% des jeunes Espagnols n'ont pas de travail. C'est ce qui va arriver en France dans les années qui vont venir. Par ailleurs, ce dont je vous parle là, derrière ça, il y a l'automatisation généralisée. Le journal Le Soir, le 19 juillet dernier, a publié en titre, en première page, dans 10 à 20 ans, 50% des emplois belges auront disparu. Il s'appuyait sur une étude qui a été faite par Oxford. Cette étude d'Oxford elle-même s'appuyait sur des études que j'ai moi-même présentées au Centre Pompidou l'année dernière. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'emplois. Il faut que nous prenions nos responsabilités. Il faut arrêter de dire « les enfants, il faut leur faire confiance ». Ce n'est pas vrai du tout. Un enfant, nous en avons la responsabilité. Nous ne sommes pas là en disant « le marketing s'occupera d'eux », parce que c'est ça que ça veut dire. Ils s'adapteront, pas du tout. On ne parle pas de ça, personne. Et il faut recommencer à critiquer un peu la société. La société, aujourd'hui, est insupportable, honteuse, produit de la guerre, de la misère. Il faut arrêter d'accepter cela. La lâcheté universitaire est inacceptable. Ça produit le Front National. Oui, moi je pensais plus aussi aux visions de certains psychologues ou psychanalystes qui n'ont pas forcément la même approche du développement des enfants, des petits-enfants. Je les connais bien. Donc le propos est plus nuancé pour certains. Voilà. Oui, mais ce sont des arguments pour ne rien faire. Vous avez des psychanalystes que je connais bien, j'ai même écrit un livre avec un d'entre eux, qui vous disent ça, tout ça, etc., puis qui travaillent pour des chaînes de télé, pour fournir des arguments à ces chaînes de télé. Alors vous savez, moi, il y a des moments où il faut savoir où on est. On ne peut pas être partout à la fois. Quant au design, je vais faire moi-même un séminaire en Allemagne l'année prochaine sur le design. Pour penser une alternative au design dont vous parliez tout à l'heure, qui n'est pas du tout un design au service des utilisateurs, c'est un design au service des producteurs de services auxquels ces utilisateurs doivent se conformer et s'adapter. Et je pense qu'il faut repenser le design aujourd'hui. Le design contemporain, tel qu'il a été inventé dans les années 1910 et tel qu'on continue à le développer aujourd'hui, est producteur d'entropie. C'est ce que nous faisons à l'Université de Nîmes. Nous vous y invitons. Très bien. Très bien. Je viendrai, avec plaisir. Et donc, est-ce qu'il y a une autre question? Peut-être une dernière question? Ils se méfient de moi maintenant, ils disent on va se faire engueuler. On survit, je vous rassure. Oui. Pour vous poser une question. En fait, je ne cesse de penser, et, en attendant votre présentation, à la notion de trace, à cette manière pharmacologique dont vous l'avez présentée, donc qui ne devient, enfin, qui à la fois assume cette valeur extrêmement politique, en étant à la fois ce qui est
ce qui permet la structuration même de notre cerveau, et donc la trace en tant qu'écriture, en tant que sédimentation en nous, l'homme en tant qu'écran, et à la fois cette trace qui devient comme complètement immaîtrisable par le réseau, par ce mouvement d'anticipation, et donc qui est à penser même comme trace post-déridienne. On ne peut plus penser à la trace et à son origine de la même manière. Donc je voulais vous demander à ce propos. Alors d'abord, merci beaucoup pour cette question qui est difficile. C'est le cœur du sujet. Le premier penseur de la trace, c'est Nietzsche, comme Derrida le rappelle. Hein. C'est en partant de Nietzsche que Derrida a posé cette question, en passant par Husserl, mais Spoor, c'est ça le point de départ de Derrida. Et pourquoi est-ce que je signale Nietzsche? Parce que Derrida, comme Nietzsche, pose, et comme Mao, je suppose, je crois, pose que la maîtrise n'est plus un programme possible. Donc il n'y a pas de maîtrise de la trace. Mais il n'y en a jamais eu. Il y a eu un discours de la maîtrise. En général, on rapporte à Descartes, qui en réalité commence, à mon avis, dès Platon, qui est rendu possible par Platon, que Descartes va transformer avec les mathématiques, avec la mathématisation des traces, justement, et de la considération des traces. Et c'est l'abandon, c'est la sortie de la société tragique. Pour moi, ça fait 4 ans que je fais un cours sur Platon, où j'essaie de montrer que Platon, c'est celui qui rompt avec la culture tragique. Héraclite, que je nommais tout à l'heure, ou Socrate encore, ce sont des tragiques. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire être un tragique? Ça veut dire être dans un destin, une destination, une condition, une moira, si vous voulez, comme disaient les Grecs, où on ne pourra jamais maîtriser la situation. Mais c'est pas du tout... Chez les Grecs tragiques, c'est les impies qui croient pouvoir maîtriser une situation. Être pieux, c'est savoir qu'il n'y a que les dieux qui peuvent maîtriser les situations. Nous sommes des mortels, nous ne maîtrisons rien du tout. Et qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'au lieu de vouloir tout maîtriser, il faut faire comme un marin, par exemple. Un marin qui aime la mer, qui fréquente la mer, qui pratique la mer, jamais il n'aura le fantasme de maîtriser la mer. Par contre, il développera un art, une techné de la mer. Donc derrière votre question, il y a une question de la reconsidération de la place de la techné et de sa définition. Quant à Derrida, qui est celui qui m'inspirait toutes ces questions, mais dont je me suis un peu éloigné au fil du travail, pour diverses raisons. Derrida, effectivement, a posé une question de la trace, à partir de Husserl, puisque la question de la trace, telle qu'il la formule massivement, c'est pas dans l'origine de la géométrie. Dans l'origine de la géométrie, il inscrit les questions de Husserl posées en 1936 dans toute une histoire. Il montre que, à partir de l'origine de la géométrie, il y a dans le mouvement husserlien une mise en crise des ambitions de la phénoménologie elle-même, et qui étaient des ambitions de maîtrise, parce que Husserl, c'était un rationaliste de la maîtrise, au départ. C'est un platonicien, Husserl, au départ. Pas si simple que ça, mais c'est quand même un programme très platonicien qu'il a dans les recherches logiques, par exemple. Mais Derrida a montré, donc en 1936, avec l'origine de la géométrie, il est obligé d'admettre que l'écriture est la condition de possibilité de la constitution du savoir apodictique, va développer cela, les conséquences de cela, 5 ans plus tard, dans La Voie et le phénomène. Et dans La Voie et le phénomène, il va faire la critique du concept de rétention primaire et de rétention secondaire chez Husserl, en montrant que, parce que Husserl, je parle là des leçons pour une phénoménologie de la conscience intime du temps, donc des leçons qui commencent en 1905. Pardon? C'est ça, hein? Oui, il faut que je... Husserl oppose la rétention primaire et la rétention secondaire. Et Derrida va montrer que cette opposition ne fonctionne pas. Et ça, je suis tout à fait d'accord avec lui. Mais premièrement, Derrida va finir par effacer leurs différences, ce qui est à mon avis un très gros problème, parce que c'est pas parce qu'on ne peut pas les opposer qu'elles ne sont pas distinctes. Et deuxièmement, et du même coup, il ne va pas comprendre la nécessité de penser la rétention tertiaire, ce que j'appelle moi la rétention tertiaire. Et là, ça ramène à votre question. Parce que le concept de trace chez Derrida, qui est toujours pensé à partir de l'architrace, reste un concept
extrêmement métaphysique pour moi. C'est-à-dire que c'est un concept, ce qu'il appelle un caractère quasi-transcendantal de la trace, qui du coup ne permet pas de rendre compte de ce qu'il appelle l'histoire du supplément, c'est-à-dire l'individuation de la trace, la transformation des traces au fil du temps, et en particulier la rupture entre la trace noétique et la trace sensitive, si on parle dans le langage d'Aristote. Moi, je suis tout à fait d'accord avec Derrida sur la critique et la déconstruction des oppositions, par exemple, entre l'animal et l'homme. Mais ce n'est pas parce qu'on dit ça qu'on va dire qu'il n'y a plus de différence entre les animaux et les hommes. C'est comme si on disait qu'il n'y a pas de différence entre une pierre et une plante. Bah si, il y a une différence énorme. Une plante comme une pierre, elle n'est faite que de minéraux. Mais l'agencement de ces minéraux n'est plus minéral. Et donc il y a quelque chose de nouveau qui apparaît. C'est là qu'il est très important de lire Simondon pour aller un peu au-delà de Derrida. Voilà. Bon, après, je pourrais développer, parce que ça, c'est le cœur des questions que vous avez posées. Mais je ne vais pas le faire, parce que sinon, on va se mettre en retard. Merci pour la question, en tout cas. Et donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie, vous tous. Je remercie Stéphane Vial et Bernard Stiegler. C'était une matinée très stimulante, très intéressante et très belle. Et j'étais honoré d'être là avec vous.